Et je vais passer la parole à Michael Lippert qui va, lui, nous parler des évolutions réglementaires nécessaires pour rendre viables économiquement, donc plus concrètement, les projets. Oui, bonjour. L'essentiel a été dit. Le contexte est présenté. Je vais essayer de vous donner quelques éclairages ou un point de vue effectivement à la fois d'un producteur de systèmes de stockage à base de lithium-ion que nous sommes en tant que SAFT, mais aussi le point de vue, en tout cas dans ma présentation, j'ai intégré quelques éléments de EASE. Comme Antoine l'a dit, je suis un des vice-présidents de l'Association européenne pour le stockage d'énergie et nous travaillons effectivement sur ces questions-là et dans le contexte que mes prédécesseurs ont mentionné. Alors, est-ce que c'est comme ça? Oui. Le rappel, sans rentrer ici dans le détail, nous sommes donc face à des services du stockage d'énergie à différentes échelles, de la génération jusqu'au client, à différentes échelles de temps, de la seconde jusqu'au stockage intersaisonnier, et à des différentes tailles du kilowatt jusqu'aux dizaines de mégawatts ou gigawattheures, avec une multitude de services possibles, d'acteurs possibles. C'est ça le contexte, et c'est très bien comme ça. Maintenant, il faut voilà, quel est le cadre qui permet de valoriser ces systèmes-là. D'un point de vue très pratique, aujourd'hui, nous, comme d'autres collègues dans le domaine du stockage, on travaille sur quoi? On travaille essentiellement dans 4 domaines. Le premier, le plus important, c'est l'intégration des énergies renouvelables. Et j'ai rajouté ici, souvent, dans certaines zones aussi, l'intégration du photovoltaïque avec du diesel, notamment dans les microgrids. Donc l'objectif, c'est de maximiser la pénétration des énergies renouvelables, notamment dans les zones où c'est une source économiquement viable et compétitive. Ça substitue donc en général des moyens de génération traditionnels ou diesel, et ou des moyens de pointe, où évite justement l'investissement dans les moyens d'équilibrage et de pointe. Ça améliore aussi, dans beaucoup de cas, la qualité de service. Nous avons quelques exemples, enfin un exemple que vous connaissez ici en France dans le cadre des appels d'offres de la Creux. Nous, SAFT, on a installé 9 MWh de stockage avec une ferme de 9 MW à la Réunion. Donc c'est un modèle qui a effectivement fait émerger un marché de stockage. La valeur ici, elle est essentiellement capacitaire et un peu la substitution des moyens de pointe à base de charbon. Très bien, jusque-là, mais ce système de stockage, il est aujourd'hui dans un cadre fonctionnel et contractuel figé. Alors que la batterie telle qu'elle est, les autres batteries à La Réunion et ailleurs en Corse pourraient faire rendre d'autres services au système électrique, ce qui, par la conception du système, aujourd'hui contractuel, n'est pas possible. D'autant plus que, évidemment, les contraintes vont peut-être évoluer, et dans 5 ans, on aura besoin d'autres services ou d'autres fonctionnalités qui seraient plus importantes. On est un peu limité de ce côté-là. J'ai rajouté un deuxième exemple. Là, effectivement, en Bolivie, c'est un microgrid, donc c'est l'électrification d'une zone qui n'a pas accès à l'électricité et où le stockage permet de rendre viable et beaucoup plus efficace un grand système diesel PV hybride. Deuxième application, réglage de fréquence. Donc des réserves primaires en substitut des réserves tournantes traditionnelles, avec une rémunération en principe sur les marchés de réserves primaires et secondaires, ou, et c'est le cas de ce qu'on expérimente avec EDF, libérer de la capacité de production sur les moyens de production traditionnels. Le stockage, mis à part le fait d'apporter une solution techniquement viable et même économiquement aujourd'hui viable,
apporte aussi une réponse plus rapide et plus précise à cette demande. Ça, je reviens un peu dessus plus tard, c'est pas valorisé, en tout cas pas en Europe, et permet aussi en principe une réduction des émissions de CO2. Là encore, une valorisation qui n'est pas vraiment réalisée. Et il y a un certain nombre d'exemples. J'aime bien prendre aussi l'exemple en Philadelphie, où justement on associe deux applications, on fait avec un même système de stockage, de la récupération de freinage des trains, et quand il n'y a pas de train, ben, on fait du réglage de fréquence sur le réseau de BGM, donc on rajoute deux valeurs sur un même dispositif de stockage. On diminue un peu en taille. Troisième exemple, on est là plutôt sur le bâtiment intelligent ou la maison intelligente, donc behind the meter, en aval du compteur. Donc l'objectif en général, c'est de faire l'efficacité énergétique, d'autoconsommer de la production souvent photovoltaïque mais aussi éolienne, d'assurer une certaine autonomie, voire du secours en cas de panne. Donc autant de valeur pour un propriétaire ou un opérateur d'un bâtiment. Ça permet aussi, le cas échéant, de faire de l'effacement de façon très efficace. Je peux m'engager à des effacements dans le temps et dans la puissance, d'autant plus si je sais que j'ai un secours au cas où j'ai besoin de l'énergie. Et demain, notre vision, c'est que avec ce stockage, je peux également participer à des services réseau. Je peux fournir, participer à des marchés de réglage de fréquence ou d'arbitrage. Aujourd'hui, ça par contre, ça reste un peu futuriste, en tout cas en France pour l'instant, même si un de nos partenaires en Allemagne était un des premiers à qualifier un SWA, donc un ensemble de 70 batteries résidentielles pour fournir 1 MW de réglage de fréquence au TSO 50 Hz. Donc on voit qu'il y a une deuxième valorisation du stockage behind the meter qui est vers les systèmes réseau. Ça reste encore, disons, expérimental, mais il y a des modèles qui existent et qui émergent. Dernier exemple, bien sûr, c'est le réseau intelligent. J'entends ici surtout le réseau de distribution intelligent, où on essaye de gérer à un niveau local l'équilibre offre et demande. L'exemple en France, c'est bien entendu Nice Grid, mais il y a d'autres exemples, et notamment en Italie, où Enel expérimente du stockage. Et pourquoi? Pour des questions de congestion locale du réseau. Donc il n'est pas, bien sûr, question du réseau de transport qui est important et qui a un rôle essentiel au niveau du foisonnement, mais tout le foisonnement que le réseau de transport peut fournir n'empêche pas des situations de congestion au niveau d'un réseau de distribution qui est fortement pénétré par des énergies renouvelables. Exemple, mais évidemment ce n'est pas partout, mais exemple Italie du Sud ou d'autres endroits en France ou encore en Allemagne du Sud, en Bavière, où il y a beaucoup de PV décentralisés. Par contre, cette valeur, pour le réseau de distribution, elle est a priori limitée dans le temps, elle est limitée pendant les pointes d'hiver, si on veut gérer la pointe de consommation, pendant les pointes de l'été, ce qui fait que à l'intérieur du système de distribution, la valorisation reste sur l'ensemble relativement faible, en tout cas pas suffisante aujourd'hui pour en faire un business case. Or, les batteries sont installées là à Nice ou dans le sud de l'Italie et elles pourraient faire autre chose, elles pourraient contribuer à d'autres services, mais le cadre réglementaire le rend, on va dire, difficile. Alors quels sont, à notre avis, les principaux leviers? J'ai deux grands thèmes. Le premier, c'est de reconnaître un statut particulier au stockage. Et je pense que c'est en bonne voie. Le stockage, en fait, il n'est ni producteur, ni un consommateur, et encore moins du réseau, alors que la réglementation européenne aujourd'hui ne connaît que ces trois catégories-là. On pense qu'ils doivent devenir le quatrième
composants du système électrique. La Commission, je prends presque mot à mot je cite des membres de la Commission européenne, considère que c'est effectivement enabling technology, une technologie qui permet de rendre d'autres services, de nouveaux services, qui est une source de flexibilité. Et plutôt que évidemment d'écrire des technologies, il s'agit de considérer le stockage comme un fournisseur de services. Je reviens sur cette notion un peu plus tard. Le deuxième, c'est globalement des questions de market design et le cadre réglementaire qui permet de valoriser la juste valeur du stockage. Donc on parle ici des questions de level playing field, d'accès au marché, de rémunération et aussi des normes. Et je reviens sur ce point également. Le statut du stockage, je le disais, donc quatrième élément du système électrique, ce serait donc une nouvelle catégorie qui rend des services au système. Et par contre, pour le mettre en place, on a cruellement besoin d'une définition. On travaille dessus, il y a différentes définitions. Si je dis on, c'est effectivement ISE qui est en discussion, qui fait des propositions, et on est tout près de effectivement entériner une définition. Qu'est-ce que c'est le stockage et cette définition pourrait être reprise dans les différentes réglementations. Il faut pour cela une approche intégrée, c'est-à-dire on considère différents modes de stockage, électricité, chaleur, gaz, donc du power to power, power to gas, power to heat, et des effets d'export vers les secteurs voisins, effectivement. L'idée est aussi que l'acquisition, et notamment l'opération du stockage, est possible par à la fois des acteurs régulés et des acteurs non régulés. Bien entendu, c'est une question réglementaire difficile à résoudre. Notre approche, c'est de le permettre, mais de définir certaines règles qui soient, à ce moment-là, qui ne soient pas en contradiction, disons, avec les règles de unbundling. Un DSO peut effectivement opérer un système de stockage. Bien sûr, il ne peut pas en tant que tel opérer sur des marchés compétitifs. Mais il peut par exemple prêter ce système de stockage à un autre opérateur. Un autre modèle, évidemment, c'est qu'il existe des agrégateurs, des acteurs tiers qui opèrent et qui rendent des services à différents acteurs. Il y a un autre point qui sont aussi les taxes d'utilisation de réseau qui font partie des règles et qui sont aujourd'hui une barrière assez importante. Donc avec tout ça, on pense que si on arrive à mettre en place ou à définir le stockage comme quatrième élément du système, de réaliser les différentes valeurs multiples par différents acteurs, d'obtenir un cadre réglementaire qui tient compte des spécificités du stockage. Encore une fois, aujourd'hui, dès lors qu'on considère le stockage comme un producteur, il y a un ensemble de règles qui s'appliquent, mais qui sont difficilement applicables, et on ne va pas prétendre de changer l'ensemble de la réglementation de la production. Donc il est beaucoup plus facile de créer une catégorie à part qui a des règles spécifiques et valables aussi, ça nous semble une base pour la création de marchés de flexibilité. Et le dernier point, le fait de réduire les taxes, de ne pas imputer, et notamment dans une phase d'émergence de technologies, d'innovation, ne pas attribuer des taxes importantes au stockage en tant que producteur et consommateur, favorise évidemment aussi son développement et les investissements. Accès marché, une question de level playing field. Il y a, je pense, à peu près consensus que la réglementation pour les ENR va évoluer vers une introduction davantage de mécanismes de marché, une commercialisation selon des règles de marché, éventuellement une participation des ENR au service réseau et une responsabilité au moins partielle d'équilibrage. Nous pensons que ces mesures-là sont à même créer un level playing field pour le stockage, tout comme évidemment les interactions avec d'autres secteurs d'énergie, le véhicule électrique, le gaz, la chaleur,
Et autre solution de flexibilité, on raisonne à ce niveau-là pas seulement stockage, mais évidemment aussi effacement, gestion de la demande, autant de sources de flexibilité qui, d'une façon compétitive, mais faire, doivent avoir accès à ces marchés. L'autre point, accès marché, ce sont les codes réseau. On vient d'entendre un certain nombre d'exemples. Ce qui est important, c'est que les dispositions soient non discriminatoires. Par exemple, des conditions d'accès au marché des réserves primaires. Je confirme, ça bouge. En France, notamment, je pense que la limite qualificative des 10 MW a été réduite à 1 MW. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure en Allemagne où un seul opérateur peut maintenant faire du réglage de fréquence avec un ensemble de batteries décentralisées. Donc les frontières bougent, mais le cadre global européen est encore très hétérogène. Il y a des barrières d'un pays à l'autre et des mécanismes de rémunération qui sont différents. Un autre exemple que je voulais mentionner très concrètement sur les network codes. Il y a actuellement en discussion le Network Code on Emergency and Restoration. Je le dis en anglais parce que je ne sais pas quelle est la bonne traduction en français. Mais dans ce projet, on parle de stockage, très bien, mais essentiellement des steps. Enfin, même nommément, le stockage est identifié aux steps. Et les fonctionnalités sont la participation à l'équilibrage. C'est très positif dans un premier temps, mais effectivement, ce que l'on souhaite obtenir, c'est, on parle de stockage de toutes les technologies, et même sans mentionner une technologie particulière, qu'on permette des stockages agrégés d'accéder à ces marchés-là, et de définir les fonctionnalités, pas de façon limitée à l'équilibrage, mais de permettre d'autres services comme les réserves, le black start, synchronisation et autres. Et je viens à ma presque dernière slide, je pense. Côté rémunération, ce qui nous importe, c'est une rémunération juste. Bon, c'est là encore facile à dire, mais le premier point, qui là encore est fortement poussé par la Commission actuellement, c'est d'admettre que la rareté a un prix. En anglais, le terme c'est scarcity. Si l'énergie est rare à un moment donné, et j'ajoute, ou à un endroit donné, elle doit avoir un prix, et on admet de plus en plus que ce prix doit être au moins dans une certaine mesure, et certainement différencié selon le type de client, mais doit être transmis au client, parce que c'est le signal de prix qui permet justement de bien allouer les investissements pour les technologies, les solutions et les endroits où il y a effectivement ces raretés. Donc nous pensons effectivement que, à l'évidence, si la rareté a un prix, si l'énergie est plus chère au moment de pointe, ça valorise tous les modèles d'arbitrage, entre autres liés au stockage. La valeur de flexibilité. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de marchés de flexibilité, mais ils sont cadrés, bien sûr, en fonction des solutions qui existaient dans le passé sur la flexibilité. Le stockage a des possibilités de réagir plus rapide, donc une mise à disposition plus rapide, peut être plus précis, etc. Autant de caractéristiques qui, à notre avis, ont une valeur pour le système, pas de façon globale, mais à un certain moment, ou pour certains acteurs, à un certain moment. Et nous pensons que certaines réglementations peuvent être adaptées. En tout cas, notre vision, c'est que le service de flexibilité sera demain caractérisé par, je l'ai mis, un délai de mise à disposition, une durée, une puissance, et aussi un niveau de performance, un niveau de à quel degré tel service est conforme à son cahier des charges. Il y a une valeur adaptabilité, il est un peu en dehors de la réglementation, mais tout simplement le fait de pouvoir rapidement
concevoir des types de stockage, des solutions de stockage à des endroits différents, de tailles différentes, est une valeur en soi. Je me souviens notamment Ternin qui dit « Le stockage en batterie est certes sur la durée de vie relativement cher, mais là, il a un gros avantage, c'est que je n'ai pas besoin de 10 ans d'attente pour le mettre en œuvre. Je peux le mettre en œuvre en 2 ans, et ça a une valeur importante parce que je réalise sa valeur rapidement. » Et dernier point, il y a une valeur environnementale qui, je le disais déjà, n'est pas valorisée. Donc notre objectif, c'est de jouer sur ces axes-là pour obtenir des règles transparentes et homogènes de rémunération à terme pour l'ensemble des services de flexibilité dont le stockage fait partie, de valoriser en particulier les services rapides. Je vous donne un autre exemple. Il y a un appel d'offres du régulateur anglais pour le réglage de fréquence. Et alors qu'en Europe, sur le grid code européen, on essaie actuellement, il y a en discussion de nous imposer une durée de fourniture de 30 minutes pour la réserve primaire, qui par définition est court terme et en principe limitée à 15 minutes, eh bien le régulateur anglais nous demande 9 secondes. Si le cahier des charges prévoit 9 secondes de fourniture de la fréquence, c'est que techniquement, il y a un sens derrière ça. Et 9 secondes, évidemment, vous voyez, 9 secondes avec des moyens de réglage de fréquence, c'est impensable. Enfin, il n'y a pas de solution pour ça, donc ce n'est pas la peine même de l'écrire dans un cahier des charges. Tout d'un coup, avec du stockage, c'est une solution qui devient possible. Et un premier opérateur, un premier prescripteur qui le réalise et qui le transforme en cahier des charges. Et vous voyez, ça crée des marchés, ça crée des valeurs. Voilà, et finalement, nous pensons que la valeur du dioxyde de carbone va effectivement contribuer à valoriser le stockage également. Pour finir, nous avons besoin d'un cadre européen. Nous sommes dans un monde global, interconnecté. Aucun investisseur, aucun développeur va développer des solutions pour un pays ou pour une région. Et aucun investisseur va développer des choses à court terme s'il a une visibilité sur 2 ou 3 ans. Donc nous avons besoin d'un cadre stable et prévisible à long terme, parce que les investissements se font sur le long terme, et c'est une des principales barrières, même aujourd'hui, pour le stockage. Un manque de visibilité conduit les investisseurs à investir sur des solutions, sur des moyens qui sont établis, qui sont connus, prévisibles, autant qu'on puisse dire. Des fois, ils se trompent même, malgré ça. Mais investir dans des solutions de stockage est quand même considéré toujours à relativement risque élevé de par l'incertitude quant à la stabilité du cadre réglementaire. Voilà. J'ai fini. Je vous invite, si ça vous intéresse, de regarder un peu ce qu'on fait chez Ease, une dernière slide avec les membres et notre site web. Et bien sûr, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci.